Et j'enchaîne pour parler du schéma de développement de la zone des Hautes-Steppes qui a été préparé en 2006 avec l'idée de préparer le 11e plan de développement économique et social. C'est la zone chaude de la révolution. C'est Gasserine, c'est Sidi Bouzid. Et dans cette zone, le schéma directeur donc, des zones sensibles est parti de cette volonté donc, de développement, à identifier un petit peu quelles sont les mesures de raccordement de la région avec les autres régions pour assurer son désenclavement, quelles sont les mesures de développement des infrastructures pour une meilleure desserte de la zone, quels sont les pôles urbains qu'il faut développer pour assurer la logistique et le soutien du développement économique, et quelles sont les mesures d'accompagnement. Et malheureusement, il y a là un problème, une question, pourquoi les plans d'action qui ont été préconisés donc, n'a pas vu le jour, n'a pas été traduit dans le budget. Je ne répondrai pas, je laisse la question suspendue, mais c'est pour un petit peu poser le problème du développement régional. Aujourd'hui, on veut une autre stratégie. Bon, je pense que la plupart de ces préoccupations elles viennent d'être citées, et on enchaîne sur un découpage régional. Bon, le découpage régional, moi je pense que la question de gouvernance au niveau local, elle est claire. Il faut que les communes soient aient l'autonomie maximale et la capacité d'intervention. Toutes les communes aujourd'hui ont des problèmes. Je prends une commune que j'ai connue, celle de Tunis, qui est une commune très grande. Elle a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle est découpée en 15 arrondissements, et dans ces 15 arrondissements, il y a une représentation de l'administration donc, régionale, donc des délégués, qui se considèrent comme la tutelle. Et donc, quand ces tutelles s'expriment par rapport à la commune, ils la bloquent parce qu'ils veulent toujours être dans la décision, ils veulent toujours commander, et c'est très difficile. Les problèmes de décentralisation sont larges, il faut une réflexion plus solide sur ça. Il y a eu des programmes de développement municipal, les programmes sont partiels. Les programmes développer la commune, c'est développer trois, disons, acteurs principaux. C'est la ville d'abord, il faut développer la ville pour qu'elle constitue une assiette fiscale, entre autres, suffisante. Il faut développer l'administration municipale, donc une sorte de développement institutionnel. Il faut développer le citoyen pour qu'il soit sensibilisé sur certaines questions et qu'il puisse avoir une participation efficace dans sa gestion. Donc moi je pense que c'est clair, la réflexion sur les communes, elles sont très claires. La réflexion sur l'État central, elle est très claire parce qu'aujourd'hui l'État ne sait plus réguler, ne sait plus faire aucune mission. On sort un programme de réforme de l'éducation. Par exemple, dans l'éducation nationale, il y a eu l'arabisation, il y a eu les lycées pilotes, il y a eu les scores pour orienter, et puis on ne sait plus évaluer, on ne sait plus redresser la barre. Donc il y a de graves problèmes, et donc j'essaie de décortiquer. On peut faire un peu plus bref, ça m'arrive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Juste vraiment 2 minutes. Je voudrais vraiment vous féliciter pour ce travail, et surtout la dernière intervenante, parce que mon problème, c'est le problème de l'emploi, et j'ai vu et revu toutes les propositions de tous les partis. Je n'ai pas trouvé une seule proposition pour un traitement systémique. Pour le problème de l'emploi. J'espère que vous avez tenu compte dans le chiffrage il y a le flux, il y a le stock. D'abord, le stock, c'est des gens qui sont malheureusement non employables. Donc, on ne peut pas leur appliquer la solution de l'investissement. Le deuxième, c'est dans le flux, c'est-à-dire que qui vont être recrutés, ils vont venir regarnir le stock. Il faut qu'il y ait un traitement systémique en prenant en considération une approche client. Vous avez l'école primaire qui a 2 clients fondamentaux, c'est l'étape suivante de l'enseignement, mais aussi la société.
Et puis, on passe comme ça jusqu'à arriver à l'université qui a comme client le marché de l'emploi. Et bien entendu, en considérant que l'université elle-même fait partie du marché de l'emploi. Et là, c'est absolument fondamental de traiter le problème de la gouvernance. Mais il faut qu'il y ait une gouvernance centrale avec un système d'évaluation. La section maths ou maths physique sans savoir pourquoi, ni au départ ni à l'arrivée, on n'a jamais eu droit à une évaluation des résultats, etc. Donc, ce système de gouvernance doit être centralisé avec un système d'évaluation. Et le deuxième point, c'est le traitement spécial pour les gens qui ne sont pas employables. Je vous remercie. Docteur Naïf. Si vous, Bonsoir, je suis Naïf Rzil Abdine, je suis psychiatre. Nous sommes à l'aube d'une deuxième république ou probablement à l'aube d'un premier califat, nous ne savons pas beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas construire sur la négation et la scotomisation. Le régime de Ben Ali en 87 a complètement scotomisé le bourguibisme, complètement. Aujourd'hui, nous scotomisons et nous sommes dans la négation de ces 23 ans de règne. Nous ne retenons que Al-Fassad, Wal-Iflas et compagnie. Nous oublions que la plus grande déstructuration, la plus grande faillite que Ben Ali nous a causée n'est pas une faillite économique, encore moins une faillite de structure, ni de bonne gouvernance. Ce sont des fléaux, oui, mais la véritable déstructuration, c'est la déstructuration mentale. Ben Ali nous a déstructurés mentalement. Nous ne sommes plus un peuple uni, solidaire, qui reconnaît l'intérêt national. Nous sommes un ensemble d'entités où chacun pense pour lui-même et agit pour lui-même. Et ça, c'est le grand problème. J'ai entendu tout à l'heure des programmes de bonne gouvernance. Mais où est l'être humain dans tout ça? Vous avez beau installer toutes les usines du monde, mais si le mental ne suit pas, rien ne se fera. Bourguiba disait tout le temps, citait un verset coranique où il disait La yughayyiru Allahu biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. J'ai eu une discussion avec mon ami, et je vois que si Hichem est là, avec mon ami Fawzi Loumi, à propos des événements qui ont eu lieu lors du 14 janvier. L'une des rares usines qui n'ont pas été brûlées, c'était les usines de Shekira, à Sijoumi. Et Dieu sait que c'était un quartier brûlant. Et quand on en avait discuté, Fawzi me disait, c'est en fait mes ouvriers qui ont défendu l'usine. Parce que les ouvriers ont reconnu dans cette usine quelque chose qui leur appartenait. Et ils ont défendu l'usine. Et Fawzi me disait également que je dois tout ça à ma formation aux États-Unis. Quand j'étais aux États-Unis, j'insistais toujours pour faire des stages dans des services de ressources humaines. Je vois une pléiade d'investisseurs. Mais qui, parmi les investisseurs qui existent actuellement en Tunisie, au sein de son entreprise, a une garderie pour les enfants de ses ouvrières, a une crèche? Jadis, il y avait des garderies dans les hôpitaux. Quand Bourguiba a installé l'État solidaire, il y avait des garderies dans les hôpitaux. Quand les sages-femmes sillonnaient les montagnes jusqu'à minuit, elles n'étaient pas payées plus que leur salaire. Mais il y avait la notion, la mentalité de la solidarité nationale, la notion de l'intérêt national.